Alpha TV, l'excellence dans la simplicité. Tout de suite, tête à tête. Le secteur syndical au Gabon était en élection professionnelle. Plusieurs plateformes syndicales ont pris part à ces élections et plusieurs irrégularités ont été faites remarquer et remarquées. Pour en parler, nous avons reçu sur ce plateau Monsieur Jocelyn, qui est à la tête de la FETRAG, avec qui nous allons parler de ces élections, ce qui s'est passé exactement et où en sommes-nous réellement avec ces élections. Bonjour. Bonjour. Monsieur Jocelyn, nous sommes très ravis de vous recevoir dans l'émission Tête à Tête. Comment vous allez? Mais ça va, c'est moi qui vous dis merci. Alors, vous êtes un habitué de notre plateau Alpha Télévision. Aujourd'hui, avec vous, nous allons parler du bilan après ce premier tour des élections professionnelles en 2026. Mais avant de commencer, nous voulons savoir, monsieur le secrétaire général, comment se porte la FETRAG et quel est votre ressenti de prendre part à ces premières élections professionnelles? Bien, la FETRAG se porte très bien, hein, considérant que c'est une organisation confédérale en phase avec la Ve République, détachée du syndicalisme traditionnel. Ces élections professionnelles, pour nous, étaient la bienvenue, considérant que c'est un exercice qui devrait permettre en réalité de faire du nettoyage autour de l'environnement syndical. Alors, la FETRAG a pris part à cette première élection professionnelle. Quel est votre premier constat de ces élections? Mon premier constat, c'est déjà l'absence d'harmonisation au niveau de l'organisation globale, notamment au niveau du secteur public, privé et parapublic. Nous avons constaté que nous avons eu affaire apparemment à deux types d'élections, mais on ne peut pas parler d'élections nationales si nous avons affaire à deux types d'élections, notamment au niveau du public et du privé. Au niveau du privé, il y a eu une implication, si on peut le dire, de la Commission nationale des élections professionnelles, notamment en dotation du matériel électoral. Parce qu'il faut avouer que cette élection, elle est dans la même configuration qu'une élection locale. Le principe, il est le même, au niveau du privé en tout cas, parce que je vous expliquerai tout à l'heure, au niveau du public. Donc, c'est une élection qui devrait exiger la même configuration électorale que pour les élections locales. Donc, on aurait dû s'appuyer sur le ministère de l'Intérieur pour nous offrir son réseau d'élections afin de garantir la centralisation et la remontée des résultats, comme cela se fait dans une élection. Dans une quelconque élection, parce qu'ici, il s'agit simplement d'acteurs différents. Mais le principe des élections locales à la proportionnelle est identique. Au niveau du public, là-bas, ils ont eu droit au matériel électoral, ils ont eu droit aux isoloirs. En fait, tout le matériel qui concourt à dire qu'on est dans une élection. Malheureusement, chez nous, il n'y a pas eu ce cas. Donc, déjà, à ce niveau, on peut penser que il y a eu une non-implication de la Commission nationale électorale dans le cadre du public et du privé, qui a donc laissé cours aux employeurs de faire un peu chacun comme ils voulaient. Et c'est ce qui justifie d'ailleurs un peu toute l'anarchie et le retard qu'il y a au niveau de l'annonce des résultats, au niveau de la centralisation. Très bien. On va parler d'un fait que vous venez de faire constater, c'est qu'on a eu l'impression d'avoir deux élections. Mais avant de parler de ça, Monsieur Jocelyn, le premier constat que nous avons fait, c'est que les travailleurs ont manifesté cette volonté et cet intérêt à ces élections professionnelles. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous éclairer un peu sur l'attitude des professionnels, des travailleurs, j'allais dire, par rapport à ces élections? Bien. Les travailleurs ont manifesté leur engouement, notamment parce que tout le monde sait aujourd'hui que plusieurs organisations syndicales s'imposent à la tête des dialogues sociaux sans avoir la légitimité nécessaire pour pouvoir parler au nom des travailleurs. Donc, les travailleurs ont trouvé là une opportunité pour enfin retrouver la parole et donc la souveraineté qui leur permet de désigner en toute démocratie les dirigeants qu'ils souhaitent capables de défendre leurs intérêts. Donc en fait, c'est ça qui a motivé
cet engouement-là. Alors, vous avez parlé de deux élections différentes entre le secteur public et le secteur privé, parapublic. Qu'est-ce qui justifie cette affirmation, Monsieur Jocelyn? Bien, au niveau de l'organisation déjà, on a l'impression, pas qu'on a l'impression, on a constaté qu'il y a eu que la coordination de la commission des élections professionnelles était beaucoup plus prononcée chez le secteur public. La preuve, c'est que les bulletins de vote ont été faits par la commission, les urnes ont été offertes par la commission. En fait, tout le dispositif, notamment le matériel électoral, qui permet le scrutin, a été harmonisé. Mais si on est dans une élection nationale, le public n'aurait pas été laissé à la traîne. Parce que là, nous avons eu affaire à un certain nombre de dérapages au niveau de certaines entreprises où certains employeurs se sont comportés un peu en despote, en dictateur, en intimidant les travailleurs, etc., etc. Donc, vous voyez que la Commission nationale des élections professionnelles étant absente dans le processus en interne des élections privées, ça a laissé un peu libre cours de tout le désordre qu'on a constaté, notamment au niveau du calcul des résultats. On a vu par exemple dans des entreprises comme Sobraga, où des gens manifestaient la volonté de participer sous la bannière de la FEDRAG, parce que là-bas, il y a un seul syndicat. Et les syndicats se sont présentés donc indépendants. Donc ce sont des listes qui ont été présentées. Mais la supercherie dans ça, c'est-à-dire que les listes se présentent, le syndicat qui est là-bas ne présente pas des listes, mais il présente une liste en sourdine pour que la liste qui remporte les élections à la fin, le syndicat s'accapare cette liste en disant que c'est en fait lui. Donc voilà ce que il y a des recours qui ont été faits pour que justement la commission regarde. Et les résultats n'ont pas été donnés sur la base selon la règle du quotient électoral. Le quotient électoral permet de faire la distribution des sièges à la proportionnelle selon cette règle-là. Or, là-bas, on prend les pourcentages des suffrages acquis et le plus élevé, c'est celui qui remporte l'ensemble des sièges, alors que ce n'est pas comme ça que l'on calcule le quotient électoral. Si nous sommes trois listes, chacun de nous a un suffrage qui est exprimé. Et les pourcentages qui sont les pourcentages par ordre croissant, les sièges sont attribués en fonction des pourcentages par ordre croissant. Mais là-bas, ils ont attribué l'ensemble des sièges en jeu à la liste qui avait le plus gros pourcentage, ce qui n'est pas correct. Selon le constat, selon les faits que vous illustrez, ça donne l'impression d'avoir deux types d'élections. Mais est-ce que on peut effectivement parler d'une élection nationale lorsqu'on constate par rapport au fait qu'il y a deux poids, deux mesures et on a vu que l'organisation varie d'un secteur à un autre? Bien, on ne peut pas parler d'élection nationale dans ce contexte, considérant que l'objectif de cette élection, parce qu'apparemment ce qui semble se dessiner, c'est qu'on a fait une élection des délégués du personnel. Or, l'élection des délégués du personnel, c'est une élection des grands électeurs. En fait, ces grands électeurs vont permettre de déterminer la représentativité au niveau sectoriel et national. Mais qui dit sectoriel dit secteur d'activité. Qui dit national dit tout secteur confondu. Si on a deux types d'élections différentes pour un même processus, comment on fait pour évaluer la représentativité nationale qui exige en fait les résultats de l'ensemble du scrutin sur le territoire national? Donc, c'est un problème, à mon avis, c'est un problème. Et dans le déroulé de notre entretien, on va voir pourquoi c'est un problème et l'origine d'ailleurs de ce problème-là. Donc, on ne peut pas parler d'élection nationale quand on a des règles différentes pour un même processus électoral. Est-ce que ce constat fait par la FETRAG, votre organisation syndicale, est aussi fait par d'autres organisations syndicales par rapport à cette, on peut pas dire ce désordre électoral qui est encastré, mais est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire qu'il y a une volonté de tout saboter? Ben, je suis obligé de penser qu'il y a une volonté de tout saboter, considérant que dans le cas du syndicat, il y a des règles qui sont élémentaires, notamment en matière de liberté syndicale. Mais dans le processus, on a l'impression, je vais vous démontrer pourquoi, l'administration semble s'ingérer dans le fonctionnement des syndicats. Parce qu'en réalité, en ce qui concerne les candidatures,
l'arrêté 0147 est très clair à ce sujet. L'arrêté 0147, dans son article 6, dit que ce sont les organisations syndicales qui présentent les listes. À défaut, les travailleurs se présentent eux-mêmes. Donc ça voudrait dire que l'ensemble des salariés sont concernés par ce processus électoral. Mais quand l'administration circonscrit la présentation des listes au seul syndicat au premier tour, il y a un problème. Et même quand on parle de syndicat, le syndicat, c'est un mot générique, tel que prévu, tel que décrit dans la 0147. La 0147 parle de syndicat. Et non syndicat de base, parce que les mots ont leur sens. Quand on parle de syndicat, ça voudrait dire que toute organisation syndicale, quel que soit le niveau, peut présenter des listes. C'est ce que la 0147 dit. Mais quand un communiqué de la Commission nationale des élections professionnelles vient modifier les dispositions d'un arrêté, ce qui n'est pas tout à fait normal, pour dire que seuls les syndicats de base peuvent présenter des listes, ça restreint déjà en fait la possibilité des organisations syndicales de présenter des listes dans une élection ouverte, où ce sont les travailleurs en réalité qui sont véritablement la base de cette représentativité syndicale. Donc il y a un véritable problème au niveau justement de la liberté syndicale. Très bien. Nous avons aussi eu vent d'un grand retard sur la centralisation des résultats du privé et du parapublic. Comment vous l'expliquez? Je l'ai dit tantôt au début de notre entretien qu'il y avait un deux poids deux mesures. La commission électorale a été plus impliquée dans le processus de la fonction publique. La preuve, c'est que leurs résultats ont été publiés dans les délais, assez raisonnables, même s'il y a eu quelques problèmes d'organisation, parce que les organisateurs en interne, ils n'ont pas l'habitude d'organiser les élections professionnelles. On leur a mis ça dans la main comme ça, sans avoir eu des formations préalables, et ça a d'ailleurs créé beaucoup de problèmes au niveau de la sélection, au niveau des dépôts de listes. Des listes ont été rejetées sans tenir compte d'un certain nombre de critères, notamment la liberté syndicale, ce qui a pénalisé des organisations syndicales comme nous, par exemple au niveau du ministère des Affaires sociales. On a été pénalisé parce que le secrétaire général de ce ministère n'a pas daigné prendre la liste de notre syndicat qui a été présenté dans cette administration. Très bien. Alors, l'une des grandes critiques concerne l'absence de la publication de la liste des organisations syndicales éligibles à la représentativité nationale et sectorielle. Pourquoi cette question est très importante pour vous? Mais cette question est très importante parce que c'est le nœud du problème. Et vous allez comprendre que toute l'anarchie organisée dans l'environnement syndical au Gabon vient de cette question. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la création d'un syndicat est déclarative. Elle n'est pas conditionnée par un accord quelconque. Et la loi dit, dans l'article 305 du Code du travail, que pour créer un syndicat, il suffit de déclarer sa création auprès du ministère du Travail et auprès du ministère de l'Intérieur et au tribunal du greffe, au tribunal de première instance, au greffe du tribunal de première instance de Libreville. Et le ministère du Travail et de l'Intérieur, de façon conjointe, délivre un arrêté pour reconnaître la déclaration de votre syndicat, pas pour vous donner l'autorisation, mais pour reconnaître que tel syndicat a bien déposé son dossier dans nos services. Le dossier remplit bien les conditions de création d'une organisation syndicale, donc elle est habilitée elle peut exercer ses activités comme elle l'entend, dans le respect évidemment des règles, notamment les différentes dispositions réglementaires nationales et supranationales. Et ensuite, pour justement aller dans le sens de la liberté syndicale, pour véritablement appuyer la liberté de créer son syndicat, la loi dit que le silence administratif notamment, au bout de 2 mois, si aucune réponse ne vous est faite, aucune réaction de l'administration ne vous est parvenue, votre dossier est considéré comme légal. Et donc, vous êtes constitué en syndicat légal dans les formes que vous avez décrites dans vos statuts pour pouvoir exercer votre activité syndicale. À partir de cet instant, les autorités compétentes, notamment celles qui sont chargées de contrôler la norme, la conformité des organisations syndicales, prennent acte et mettent à jour la liste des organisations syndicales. Or, dans cette élection, on ne peut pas partir à une élection sans connaître quels sont les candidats qui sont partie prenante à cette élection. Même dans les élections politiques,
les partis politiques qui prennent part aux élections sont connus, sont affichés, tout le monde sait. Mais aujourd'hui, on ne sait pas quelles sont les organisations syndicales qui sont éligibles à la représentativité sectorielle et nationale. L'enseignement supérieur au Gabon ouvre une porte d'espoir. Avec la vision du président de la République, faire des élites en évitant la fuite du cerveau. Échole, École supérieure d'hôtellerie de Libreville, forme des futurs experts en hôtellerie et restauration avec des programmes alliant théorie et pratique axés sur l'excellence. Échole, cette émission qui vous parlera de cette grande école supérieure qui valorise les métiers de la restauration et de l'hôtellerie, tous les dimanches à 17h sur Alpha Télévision et toutes les plateformes de l'Échole. Échole, École supérieure d'hôtellerie de Libreville. Alpha TV, l'excellence de la simplicité. Pour ceux qui aiment le Gabon, il n'y avait pas une autre alternative que de passer par la transition. Aujourd'hui, il y a un réveil, nous en parlons tout à l'heure. Oui. Le réveil n'est pas que politique, le réveil est aussi économique. La société civile participe au débat démocratique, à l'expression démocratique. Le Gabon regorge tellement de ressources, tellement de richesses, que l'on mérite mieux. Il ne faut pas confondre vitesse et finesse. Je ne parle pas de précipitation. Quand on s'engage à participer à une compétition, c'est qu'on s'engage à en respecter les règles, comme on le dit. Une erreur de langage. Coup de libération, je ne peux pas vous écouter là-dessus. Ce n'est pas le coup de libération, c'est une révolution de parle. Coup de libération, ça a un sens. Qui on a libéré? À aucun moment, moi, j'ai suivi la distribution de ce document. Moi, je ne sais pas, est-ce que vous avez vu, vous? Oui, nous avons joué un rôle important. Il faut noter que dans la communauté, les femmes font un travail de médiation communautaire qui n'est pas vraiment reconnu. Non, nous avons fait le choix, portant notre soutien au président Brice Clotaire Oligui, nous avons fait le choix de ne pas fusionner. Vous savez, il y a eu un coup d'État. Ce coup d'État est un coup d'État, comme je l'ai dit tout à l'heure, un coup d'État pour ne pas laisser le pouvoir dans les mains de l'opposition. Tête à tête, votre émission socio-politique sur Alpha Télévision. Tout de suite, tête à tête. Nous avons entendu un mot que vous avez sorti et qui a attiré notre attention, c'est il faut être aligné, premièrement. Deuxièmement, ces élections professionnelles sont très importantes pour vous, monsieur Jocelyn, y compris la FETRAG, parce que ces élections vont enfin conférer aux organisations syndicales d'être partie prenante des forces vives de la nation. La question est de savoir, est-ce que tout ce manque de transparence, de publication et la mauvaise organisation peut fragiliser la crédibilité des résultats attendus? Mais c'est clair que ça fragilise la crédibilité des résultats attendus. Déjà d'abord, au postulat de départ, pour présenter les listes, il faudra que l'on se soit accordé sur les termes que nous utilisons. Soit on est en phase avec l'arrêté 0147 qui dit que ce sont les syndicats qui présentent les listes. Et quand on parle de syndicats, on parle des syndicats de façon générale. On parle des syndicats de base, on parle des syndicats sectoriels, on parle des organisations syndicales nationales. C'est ce qu'on appelle syndicats. Si on précise à côté du vocable syndicat, si on rajoute un autre élément, soit sectoriel ou national ou de base, ça veut dire qu'il s'agit d'une élection de cette catégorie de syndicats. Mais si c'est pas précisé, il s'agit de tous les syndicats. À partir de cet instant, dès qu'on a modifié la disposition de la loi en rajoutant syndicat de base, on a envoyé dans le décor toutes les organisations syndicales qui auraient pu présenter des listes quand on sait que
la majorité des travailleurs ne sont pas syndiqués à cause de la crise de confiance générale générée par la collusion entre les syndicats traditionnels que tout le monde connaît dévoyés et l'administration. Donc voilà un élément qui est fondamental pour créer en fait le manque de confiance. Et vous avez parlé d'alignement. Mais quand l'administration se croit autorisée à dire qu'une organisation syndicale est de telle nature ou de telle nature, ça crée des phénomènes d'allégeance. Et nous qui sommes assis sur les fondamentaux, donc sur la base du droit, nous sommes convaincus qu'en réalité, on n'a pas besoin de s'adresser à qui que ce soit pour que chacun reconnaisse que la FETRAG est une confédération syndicale au même titre que la FEG, qui est la Fédération des entreprises du Gabon. Donc, ce n'est pas le nom d'une organisation syndicale qui lui confère son statut. Ce sont ces statuts et règlements qui disent clairement la nature du syndicat, c'est-à-dire son objet, les secteurs d'activité dans lesquels il opère, sa territorialité et tout ça, ce sont ces éléments qui déterminent la nature, le niveau d'une organisation syndicale. Mais ce n'est pas un membre de l'administration qui dit que votre organisation syndicale n'est pas une confédération parce que vous avez mis devant fédération. Mais ça n'a pas de sens parce que fédération, c'est regroupement. Très bien. Sans ajouter le vocable sectoriel à côté, c'est un regroupement. La FETRAG, c'est un regroupement de tous les travailleurs du Gabon. Les travailleurs du Gabon, c'est pas sectoriel, c'est national. La FEG, également dans le même concept. Notre vision, en créant la FETRAG, nous nous sommes mis, en fait, dans la logique de la FEG pour nous projeter comme l'interlocuteur privilégié de la FEG dans les architectures à peu près identiques. Donc, qu'on arrête de laisser penser que parce qu'on a mis syndicat, ou bien qu'il faut forcément mettre syndicat devant la dénomination d'une organisation syndicale pour que ce soit un syndicat, ou fédération pour que ce soit une fédération, ou confédération pour que ce soit une confédération. Le nom importe peu dans une organisation syndicale dès l'instant où vous avez passé toutes les étapes de la loi qui dit que quand il y a le silence administratif ou l'arrêté, il n'y a plus de raison que l'administration vienne raconter des choses de cette nature. Et donc ça crée justement ce besoin d'allégeance pour les organisations qui n'ont aucune légitimité, qui sont obligées de faire allégeance pour qu'elles soient légitimées par ces gens-là qui n'ont aucune compétence pour dire qu'une organisation est ou non légale ou illégale. Voilà un peu le véritable nœud du problème. Sinon, ces organisations illégales ne seraient pas en train d'écumer les couloirs. Monsieur Jousselin, vous êtes secrétaire général de la FETRAG. Une question qui n'a rien à voir avec notre protocole. Est-ce que vous ne faites pas peur pour la simple raison, vous êtes connu pour être quelqu'un de droit, virulent et très frontal? Ben, vous savez... Ou bien trop franc? Bon, peut-être pas trop franc. Moi, je suis assis sur les principes de la loi. Moi, je pense que quand on est dans le cadre du dialogue social, il faut éviter de biaiser. Si vous embrayez sur le débat politique, vous allez être largué. Parce qu'en politique, il n'y a aucune règle. En matière de droit, il y a des règles. Et notre logique, notre philosophie à la FETRAG, elle est assise sur 3 principes. La défense de l'outil de travail, la prévention des conflits et la défense des intérêts matériels et moraux des travailleurs, considérant que l'employeur est lui-même d'abord le premier salarié de l'entreprise. Pourquoi la défense de l'outil de travail? Parce que c'est cet outil de travail qui nous permet à tous d'avoir pour les salariés le salaire, pour le patron l'entreprise ses bénéfices et pour le patron son salaire également. Donc nous sommes assis sur ces fondements. Maintenant, tous ceux qui estiment que l'activité syndicale est une activité génératrice de revenus, mais vous conviendrez que la logique que nous employons, qui oblige la transparence, fait perdre à certains individus des acquis, des privilèges qu'ils avaient, qu'ils perdront si effectivement ces élections professionnelles se passent dans la transparence et normalement, puisqu'il y en a qui vont mourir de leur bonne mort. On l'a vu dans les partis politiques. Alors que c'est ce que la Constitution demande pour la Nouvelle République. Mais bien sûr. Et c'est pour ça que je dis, il faut du courage. Et là, vraiment, j'interpelle le ministre du Travail. Le ministre du Travail n'est pas forcément technicien. Hein. Le ministre du Travail, le ministre du Travail est politique. Elle prend les décisions politiques. Ben, ces décisions politiques, elles sont prises sur la base d'éléments techniques qui lui sont fournis par ces techniciens et les avis techniques de ses conseillers. Et elle ne fait que prendre les décisions politiques qui s'imposent
avec les outils d'aide à la décision qui lui sont mis à disposition à travers les éléments que je viens de vous rappeler. Mais malheureusement, comme j'étais en train de vous dire, ce volet, la liste des organisations syndicales légales doit être mise à jour et publiée officiellement pour que chacun qui ne retrouve pas son nom dans la liste se rapproche du ministère pour mettre à jour si élément il manque. Moi, j'ai été interpellé pour complément de dossier, j'ai complété ce dossier. Et je ne comprends pas pourquoi, dans les invitations officielles, je ne suis pas invité. Et ça, c'est comme un sabotage, parce que simplement, je le répète, je suis pas aligné. Mais moi, je m'alignerai pas dans un processus qui est pas tout à fait correct. On est dans la liberté syndicale. Je vous ai expliqué tantôt, on n'a pas besoin d'une autorisation quelconque pour exercer l'activité syndicale, considérant que c'est la légitimité des travailleurs qui nous fait exister ou non. Parce que la première phase consiste à créer le syndicat, la deuxième phase consiste à recruter les adhérents. Or, nous avons plusieurs organisations syndicales qui se limitent à créer un syndicat sur le plan légal. Et avec la complicité de ceux qui sont censés contrôler la conformité des organisations syndicales, qui se sont autorisés à donner quitus à une organisation syndicale pour exister ou pour s'appeler confédération ou fédération ou je ne sais pas quoi, ceux-là vont se plier aux exigences de ceux qui se sont autorisés à se substituer à la loi pour enfreindre les dispositions de l'article 305 et les conventions internationales. Et c'est ça que je dénonce. Et j'interpelle le ministre pour que le ministre fasse en sorte que la liste des organisations syndicales qui remplissent les conditions de leur niveau de leur niveau d'intervention soit publiée de façon régulière. Parce que les syndicats se créent régulièrement. La légalité, c'est pas ce qui est important, c'est la légitimité. Et cette légitimité nous est donnée justement par le vote qui est en train d'être saboté, parce que c'est ça qu'il est question. Les conditions ne sont pas réunies pour que le vote soit effectif, soit plutôt transparent et crédible. Voilà. Très bien. Par rapport à ces élections toujours, quelle réforme la FETRAC propose-t-elle pour organiser à l'avenir des élections professionnelles plus transparentes, plus équitables et mieux organisées? Déjà, je vous ai expliqué tantôt qu'on a eu affaire à deux types d'élections différentes pour une élection nationale, ce qui n'est pas normal. Déjà, dans un premier temps, l'harmonisation du matériel et des procédures électorales, ça c'est premièrement. Secondo, la publication préalable des organisations éligibles à la représentativité, c'est un préalable qui est important dans ce type d'élection. Ensuite, la formation obligatoire des commissions, parce que la Commission nationale électorale doit accompagner les processus électoraux, que ça soit en interne ou sur le plan national. Donc, il y a ça, la formation obligatoire des commissions, la digitalisation de la remontée et de la centralisation des résultats, c'est un préalable également, parce que aujourd'hui on a le retard au niveau de la remontée, parce que je vous ai dit tantôt que cette élection elle est identique à une élection politique dans le plan de l'architecture. Et le ministère de l'Intérieur aurait pu nous accompagner si la Commission nationale électorale avait eu cette présence d'esprit, parce qu'en réalité le même schéma, c'est la même chose pour la remontée des informations, etc. On aurait pu, à la différence d'une élection politique, les districts sont réduits. On se base sur les gouvernorats uniquement pour remonter les infos. On a réglé le problème. Donc, je disais, la digitalisation de la remontée et la centralisation des résultats. Ensuite, le renforcement des contrôles indépendants des processus électoraux. Dans une élection sans observateurs indépendants, on ne peut pas garantir la crédibilité. Je vous ai dit tantôt que certaines entreprises ont intimidé des employeurs, ont intimidé des candidats qui avaient été choisis, qui avaient été sélectionnés par certaines organisations syndicales qui ne sont pas alignés. Donc, les observateurs auraient pu remarquer, auraient pu constater dans les PV pour pouvoir appuyer les recours qui ont été faits. Ensuite, après le renforcement des contrôles indépendants des processus électoraux, l'instruction des délais clairs. Parce qu'on a vu des changements des délais, on est parti du 22, ensuite le 28, et là on a renvoyé le deuxième tour. Vous voyez que ça fait un peu de cacophonie qui désorganise un peu les états-majors des différentes organisations syndicales avec tout ce que je vous ai expliqué par ailleurs. Ensuite, enfin, une meilleure implication des partenaires sociaux dans l'organisation des élections. Voilà ce que nous proposons à l'avenir pour que ces élections soient véritablement un indicateur de performance au niveau social et au niveau économique de notre pays, parce que je crois que ce sont les travailleurs qui sont en fait les pourvoyeurs de valeur ajoutée sur le plan économique. Donc voilà un peu les
les propositions de réforme que la FETRAG propose. Très bien. Monsieur le secrétaire général, vous êtes face aux Gabonais, vous êtes face aux travailleurs, vous êtes face à toutes ces personnes-là qui vous font toujours confiance. Un mot à leur endroit. Ce que je voudrais dire, je dis un mot à l'endroit des travailleurs, de rester mobilisés. Nous avons fait des recours en espérant qu'avec les réformes que je viens d'expliquer, je crois que c'est faisable. Il suffit simplement qu'il y ait la volonté, sans qu'il y ait justement la mauvaise foi de ceux qui n'ont pas intérêt à ce que cet environnement-là change, parce qu'il faut avouer que c'est bien de réformer au niveau syndical, mais je crois qu'au niveau de l'administration également, qui s'autorise à penser qu'ils peuvent se substituer à la loi, je pense que, comme disait le président Omar Bongo, quand un bordel ne marche plus, c'est pas les prostituées c'est pas les murs qu'il faut peindre, c'est les prostituées qu'il faut changer. Désolé un peu des termes un peu, bon voilà, c'est pour mettre un peu d'ambiance, mais moi je pense que il y a du ménage à faire à ce niveau. Donc je dirais aux travailleurs d'être sereins, de continuer la mobilisation, parce qu'au-delà de l'élection qui durera, le mandat durera 3 ans, si nos recours ne prospèrent pas, je pense qu'il devrait prospérer parce que plusieurs personnes ont le même état d'esprit. En fait, l'anarchie qui s'est vue pendant l'élection mérite que l'élection soit reprise dans les conditions normales. Moi, je crois qu'on n'a rien à perdre à recommencer l'élection dans les conditions normales. Et c'est dans l'intérêt de la Ve République parce que c'est la dernière institution qui reste à mettre en place pour compléter les institutions de la Ve République. Donc, je pense, pour une question de crédibilité, pour une question pour une question d'honneur pour le chef de l'État, moi je pense qu'on a intérêt à recommencer cette élection dans les conditions optimum pour que la voix des travailleurs qui va se dégager de cette élection soit véritablement une voix qui soit en phase avec la vision non seulement du chef de l'État qui a appelé ces élections de tous ses vœux, mais évidemment dans la vision de la Ve République. Très bien. C'est ici que prend fin cet entretien exclusif tête-à-tête avec le secrétaire général de la FETRAG, M. Josselin, avec qui nous avons parlé en bref de ces élections et de ce qui a été constaté comme dérive et le souhait de la plupart des fédérations syndicales, c'est de voir ces élections être reprises, mais dans des conditions que la FETRAG propose. Nous vous donnons rendez-vous un prochain jour dans cette émission tête-à-tête. Au revoir. Alpha TV, l'excellence de la simplicité.